Merci, monsieur Merci, monsieur Benjamin, de m'avoir passé la parole. Merci à l'assistance ici en présentiel euh, qui nous assiste aujourd'hui afin de nous permettre de présenter l'évolution de nos travaux portant sur l'aspect socio-culturel des modèles mathématiques de COVID-19 en Afrique subsaharienne, dont nous faisons des estimations et en plus des prévisions. Nous prenons comme exemple deux pays d'Afrique subsaharienne, le Cameroun et le Sénégal. Pour rappel, je suis doctorant en troisième année, donc presque finissant, sous la direction du professeur Samuel Boron et du prof Aziz. Et donc, pour mieux suivre ces exposés, nous présenterons une introduction suivie des différentes méthodologies utilisées. Par la suite, nous allons présenter les résultats et les conclusions et les perspectives. Donc déjà, comme vous le savez, le coronavirus a débuté en fin décembre 2019 en Chine et par la suite s'est propagé dans le monde entier. Et le continent africain n'en est pas exempt. Et l'OMS, dans une récente sortie le 21 octobre 2021, le 14 octobre 2021, a fait un rapport selon lequel 1 sur 7 cas infectés, et 1 sur 7 personnes, pardon, 1 sur 7 se fait détecter au COVID-19, ou alors soit 80% des infectés se font détecter. Et on peut regarder sur cette figure la plus récente que nous avons pu trouver sur le net, des cas détectés par semaine en moyenne. Ici, nous pouvons voir par million d'habitants. En Afrique, ici, nous avons moins de cas détectés. Alors, est-ce une chance ou alors une fatalité que certaines personnes ne sont pas détectées? Et, bon, avec cette épidémie, au début de l'épidémie, bien entendu, l'OMS a mis sur pied plusieurs mesures pour contrer l'évolution de la maladie, parmi lesquelles la distanciation sociale, le confinement, le respect des mesures barrières, et par la suite, plus récemment, la vaccination. Et comme mesure de traitement, on a eu les traitements thérapeutiques. Et dans d'autres pays comme la Chine et en Afrique, il y a des traitements traditionnels qui ont été développés grâce à la médecine traditionnelle ou bien chinoise ou bien pharmacopée traditionnelle africaine. Alors, mais jusque-là, on enregistre toujours des cas non détectés. Et cette image du centre Pasteur nous montre certains puits, les plus jaunes, que vous pouvez voir, sont des personnes dont on a effectué des tests et ils ont été déclarés avoir plutôt le palu ou la typhoïde. Et pourtant, lorsqu'on a fait des tests approfondis, on s'est rendu compte que ces personnes souffraient du COVID-19 et donc c'était des personnes asymptomatiques. Et ces personnes devraient donc être plutôt au quartier, ils ne sont pas pris en charge par les personnels en charge de la santé publique. La question donc biologique qui peut donc se poser, c'est quel est réellement le nombre de cas non détectés de cette pandémie à COVID-19? Dans la littérature, nous avons essayé de voir pourquoi est-ce qu'en Afrique, il y a trop de cas non détectés. Plus principalement, nous présentons quelques-uns. Certaines personnes sont stigmatisées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du virus Ebola lors de la dernière épidémie en Afrique de l'Ouest. Des personnes qui contractaient la maladie étaient un peu coupées de la société. Et donc, au début de la maladie, les personnes ont mal vécu le COVID-19. Et donc, du coup, certaines personnes ne se font pas détecter, peut-être soit parce qu'elles sont stigmatisées, certaines personnes parce qu'elles sont attachées à leur culture ancestrale ou alors par manque de connaissance de la maladie. Et certaines personnes parce qu'ils savent bien qu'ils sont malades, mais ils préfèrent se soigner à la maison grâce à la pharmacopée traditionnelle. Bon, avec des nouvelles variantes qui font aussi des apparitions ces derniers temps, les symptômes diffèrent des uns aux autres. Et donc, du coup, certaines personnes s'infectent, mais ne savent pas qu'ils sont infectés parce qu'ils n'ont pas peut-être les premiers symptômes des premiers variants. Alors, en tant que, où doivent se placer les chercheurs? Nous rappelons que déjà la modélisation mathématique ne date pas d'aujourd'hui, mais certains modèles mathématiques sont plus théoriques que pratiques. Nous avons par exemple les modèles déterministes, les stochastiques, les modèles déterministes stochastiques, les EDP, les EDO.
Mais cependant, lorsque nous entrons les conditions initiales, ou alors des valeurs des paramètres arbitrairement choisis, nous pouvons avoir une certaine stabilité de la maladie. Mais rien ne garantit que ces valeurs des paramètres sont des valeurs exactes. Mais par contre, pour les modèles statistiques, on peut observer une incidence de la maladie, c'est-à-dire on peut récolter les données. À partir de ces données, on calcule par exemple, le taux de reproduction effectif de la maladie ou alors l'incidence de la maladie. Mais cependant, les prévisions ne peuvent pas être faites dans la plupart des cas, parce que ça ne sera que basé sur les données. Et pourtant, dans des modèles mathématiques, lorsqu'on a des conditions initiales, on est capable de donner une trajectoire suivie par la maladie, c'est-à-dire faire des prévisions. Et donc, les chercheurs, normalement, devraient prendre des modèles statistiques et bien des données statistiques et des modèles théoriques, les jumeler afin de pouvoir donner des prévisions de la maladie, en commençant premièrement par des estimations des paramètres et des états. Et donc, à ce moment, les paramètres qui seront entrés dans le modèle théorique ne seront plus des paramètres arbitrairement choisis, mais plutôt des paramètres réellement estimés. Et donc, les prévisions pourraient être conséquentes. Bon, et par la suite, plusieurs chercheurs bien se sont penchés là-dessus, sur les estimations des paramètres. Principalement, nous avons élucidé quelques-uns. Nous avons un récent travail que nous avons effectué et publié en mars 2022, qui portait sur l'estimation des paramètres, bien sûr, dans le cas du Cameroun et du Gabon. Nous avons estimé toujours dans le contexte d'Afrique subsaharienne. Nous avons aussi le modèle de Pierre Magal, publié en 2020, qui estimait les états, dans certains pays de l'Asie et dans certains pays de l'Europe. Cependant, on a aussi le modèle de Barrow qui utilisait un modèle SIR, mais cependant avec des paramètres à temps variant. Mais ces modèles, au jour d'aujourd'hui, doivent être updatés. Pourquoi? Parce que certains ne respectent plus, par exemple, les mesures ou alors les mentalités, par exemple, en Afrique subsaharienne. Donc, nous prenons par exemple le modèle de Pierre Magal. Nous voyons que là, s'il vous plaît, je dois prendre un curseur, pardon, un instant. Donc, nous pouvons voir là le modèle de Pierre Magal. Là, on a les personnes asymptomatiques qui étaient supposées non détectées. Alors, pourtant, aujourd'hui, nous avons déjà des moyens de détecter des personnes asymptomatiques non détectées. Et aussi, la vaccination qui peut déjà être implémentée dans certains modèles parce que la vaccination a déjà pris effet depuis 2021 dans la plupart des pays. Donc, il faut donc proposer de nouveaux modèles. Face à cela, donc, nous allons supposer un modèle dans une population entièrement constituée des personnes de même mentalité, c'est-à-dire une population homogène. En prenant un modèle où nous avons la classe des susceptibles, des vaccinés, des porteurs asymptomatiques mais non détectés, des personnes symptomatiques non détectées, des personnes détectées qui peuvent à la fois présenter des symptômes ou non, et ensuite des personnes guéries. La population totale, qui est la somme de ces différentes classes, est donnée par NET. Nous donnons quelques définitions. Par la suite, nous rappelons qu'un cas non détecté au COVID-19 est une personne qui a été exposée à la maladie, au SARS-CoV-2, mais qui n'a pas été détectée par les autorités en charge de la santé. Mais par contre, les personnes détectées, les individus détectés sont ceux qui ont été exposés à la maladie et dont un test de confirmation au laboratoire a prouvé qu'ils sont effectivement malades. Et les personnes guéries sont ceux qui ont souffert de la maladie, mais qui ont été guéris, que ce soit des personnes non détectées ou alors des personnes détectées. Le modèle donc, que nous présentons est le suivant. La classe S est la classe des susceptibles. La classe V est la classe des personnes vaccinées. Nous avons par la suite la classe ID, qui est la classe des personnes infectées détectées, qui sont soit asymptomatiques ou symptomatiques. Nous avons aussi la classe des porteurs asymptomatiques non détectés, CU, la classe des porteurs symptomatiques détectés, c'est-à-dire qui présentent les symptômes de la maladie. Et nous avons aussi la classe des guéris, des personnes qui ont souffert de la maladie mais qui sont guéries.
Nous supposons dans notre modèle, c'est-à-dire nous prenons comme hypothèse que les immigrations et les immigrations s'évadent. En Afrique subsaharienne, ça peut être justifié parce que ceux qui voyagent ne sont pas très grands et ceux qui reviennent aussi ne sont pas très grands. Donc, du coup, nous supposons simplement dans le modèle les naissances. Les naissances par semaine au Tolanda. Les personnes se vaccinent au taureau. Bien entendu, le taureau ici, ce n'est pas qu'au début de la maladie, nous allons le voir dans les estimations plus tard, ce n'est pas qu'au début de la maladie, il y a déjà la vaccination, non. C'est un peu comme si la vaccination va intervenir à un moment donné dans le modèle. Donc, au début, ce taux est carrément nul, il n'y a pas de vaccination. Une fois en contact, une fois qu'un susceptible est exposé avec le SARS-CoV-2, il peut être dans 3 états. Soit il est détecté directement. Nous rappelons ici que nous travaillons en semaine. Donc, du coup, un modèle en retard ne serait plus d'actualité. Donc, soit il est détecté directement, soit il ne présente pas les symptômes, il n'est pas détecté, soit alors il présente les symptômes, mais reste inconnu des autorités en charge de la santé et va plutôt dans CU. Donc, les différentes proportions sont P delta. Plus haut ici, nous avons plutôt P et P, 1 moins P et delta. Les personnes asymptomatiques, c'est 1 moins delta multiplié par la force d'infection dont on va expliquer plus tard. Pour les cas vaccinés, lorsque quelqu'un se vaccine, lorsqu'un individu se vaccine, avec une efficacité 1 moins alpha, bien sûr, lorsque l'efficacité n'est pas atteinte, cette personne peut être exposée à la maladie et être dans l'un des 3 états précédemment expliqués. Bien sûr, avec des proportions différentes, pi ou epsilon. Pour des personnes asymptomatiques non détectées, nous rappelons qu'il y a souvent des campagnes de dépistage ou alors ces personnes peuvent commencer à présenter les symptômes et se faire détecter directement au taux état, où 1 sur état représente le temps moyen pour qu'un individu asymptomatique se retrouve dans l'un des états, soit se fait détecter, soit guéri, ou alors reste symptomatique mais non détecté. Donc, une proportion peut donc se faire détecter, ou alors développer les symptômes mais rester non détecté, ou alors guérir naturellement par le système immunitaire. Aussi, pour les personnes symptomatiques non détectées, ces personnes peuvent être détectées toujours par ces campagnes ou alors lorsqu'ils présentent les symptômes de la maladie plus graves. Donc, il n'a qu'un seul recours d'aller à l'hôpital pour espérer être sauvé. Ou alors peut guérir naturellement grâce à la pharmacopée, en fait, grâce aux médicaments, ou alors à la pharmacopée traditionnelle à la maison. Les personnes détectées peuvent aussi guérir au taux sigma, ou alors peuvent décéder, ce qui a été remarqué dans certains cas plus graves. Nous avons additionné tous les autres cas sur des mortalités naturelles, qui est plus principalement l'espérance de vie. Nous rappelons que des personnes qui sont symptomatiques à la maison peuvent aussi décéder. Les personnes symptomatiques à la maison peuvent aussi décéder. Donc, déjà, pourquoi est-ce qu'on a plusieurs paramètres? En fait, l'idée de plusieurs paramètres, c'est de pouvoir estimer, premièrement, les proportions, les temps que chaque individu fait dans sa classe avant de pouvoir migrer ailleurs. Et ainsi, on pourrait mieux estimer même le nombre de décès des personnes symptomatiques non détectées. Donc, voilà pourquoi nous avons un peu plus de proportions ici. Le modèle, le modèle donc qui découle, étant donné à l'équation avec des conditions initiales tous positives, c'est une LDO, où nous avons la force d'infection qui est en fait la probabilité qu'un individu exposé puisse s'infecter. Bien sûr, un individu peut donc s'infecter par contact soit avec un porteur asymptomatique non détecté ou alors un symptomatique non détecté ou par contre les personnes détectées. Bien sûr, tout ceci est pondéré par des taux de transmission dont nous avons supposé périodiques. En fait, nous avons commencé ce travail lorsque on était déjà à la 2e vague, dont on s'est rendu compte que la maladie pourrait être périodique. Nous avons donc pris comme taux de transmission cette fonction périodique dont nous avons
pris dans l'article de Bakayer et Gombe, bien sûr, on a commencé par celui de Benakazel, bien sûr, où ici, le bêta I0 ici représente la valeur moyenne du taux de transmission et le bêta I1 représente l'amplitude qui permet à ce taux de rester toujours dans 0,1. À toute cette valeur, bien sûr, de rester dans 0,1. Nous résumons là, ce tableau résume tous les paramètres du modèle. Nous rappelons que dans ce tableau, seules les valeurs lambda, c'est-à-dire que le nombre de naissances par semaine et le taux de mortalité par semaine est connu. Le reste ne sont pas connus et nécessitent d'être estimés pour que notre modèle prédéfini puisse bien prévenir la maladie. Donc, biologiquement, nous montrons que le modèle est bien posé, c'est-à-dire que les solutions sont bien bornées et qu'on ne pourrait pas avoir des populations négatives. Nous calculons le point d'équilibre trivial, qui est en fait un état idéal pour toutes les maladies. On aimerait qu'il n'y ait pas de maladie. Et pour cela, nous égalons simplement les membres de droit de l'équation 1 à 0, en supposant que toutes les classes infectieuses sont nulles, et puis nous trouvons S0 et V0. Ceci nous garantit en fait le calcul du taux de reproduction des bases, qui est en fait le nombre de nouveaux cas secondaires qu'un individu infectieux introduit dans une population entièrement constituée susceptible puisse infecter. Donc, ce nombre-ci, nous rappelons que lorsqu'il est inférieur à 1, on peut donc dire que la maladie va disparaître à long terme, mais quand, bon, ça reste encore déterminé. Si c'est supérieur à 1, un individu infecte plus d'une personne. Donc, du coup, les nombres augmentent au fur et à mesure et donc, on est sur la vie plutôt à un état endémique où la maladie persiste. Donc, nous avons calculé ce taux. Pardon. Nous avons calculé ce taux et nous avons, ceci est donné comme la somme de trois nombres de reproductions de base. Le nombre de reproductions de base par des personnes asymptomatiques non détectées, le nombre de reproductions de base par les personnes symptomatiques non détectées et le nombre de reproductions de base par les individus détectés. Ceci est bien donné à l'équation 1, 2 et 3. Bien sûr, nous rappelons que nous avons utilisé la méthode de Van der Drijch et la méthode proposée par Bernard Cazel lorsque le paramètre est périodique. On utilise simplement cette intégrale pour cette intégrale qui calcule la valeur moyenne de notre taux de transmission. Donc, ça, c'est le taux. Maintenant, bien que nous avons fait ceci, la question légitime est dans la suivante. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la maladie va persister ou alors la maladie doit disparaître? Nous n'allons pas juste prendre des valeurs inconnues pour mettre des valeurs supposées pour mettre dans le modèle afin de dire ceci. Il faut bien entendu supposer. Mais cependant, pourquoi est-ce qu'il est important de faire des estimations? Là, nous faisons un peu une illustration. Nous entrons les paramètres habituellement choisis. Bien sûr, nous avons pris les paramètres pour que cette figure-ci soit là. Nous voyons par exemple ici que pour ces paramètres que nous avons choisis, il est possible pour la courbe en bleu que le pic soit par exemple atteint à cette période ici, et qu'à partir d'ici, la maladie commence à descendre. Pour un autre paramètre, nous observons que le pic peut être atteint plus tard. Et donc, voyons là un cas vraiment chaotique, pendant que l'autre descend, l'autre est encore en train de monter. Ce qui fait donc que ce modèle que nous venons de faire, si nous ne connaissons pas réellement les valeurs des paramètres, nous ne pouvons pas dire ce qui va se passer par la suite. Il est donc important de faire des estimations de ces paramètres en utilisant les données réelles. Pour le faire, nous utilisons un estimateur un peu plus connu, les filtres de Kalman d'ensemble, dont nous allons estimer à la fois les états et les paramètres, ce qui s'appelle l'estimation duale. Donc, pour le faire, dans Bourgeois et Roussel, on a observé donc, que l'équation d'état peut se mettre sous la forme d'une équation différentielle et nous avons ce qu'on appelle les observations. En fait, les observations, c'est ce qu'on a, ce sont les données accessibles à la mesure. Mais cependant, on regarde dans notre modèle comment est-ce qu'elle est estimée, comment est-ce qu'elle est modélisée, pardon.
X est bien l'équation d'état. Phi de t, c'est le vecteur des paramètres inconnus du modèle. Y, c'est la fonction d'observation. Par la suite, nous rappelons que le filet de commande d'ensemble est plus basé sur des modèles stochastiques, en fait, sur des modèles qui prennent en compte des imperfections du modèle, quoi. Pour ce faire, après discrétisation du modèle de l'équation 7, on obtient cette équation 8 où le zeta de t peut représenter ce qu'on appelle un bruit blanc gaussien qui peut être vu comme les erreurs de discrétisation du modèle. Dans le cas des observations, on ajoute un bruit blanc aussi gaussien qui peut être vu comme les imperfections des données, c'est-à-dire on peut, dans le nombre, on dit par exemple, aujourd'hui, il y a eu 5000 cas et pourtant, il y en avait plus ou bien moins. Donc, ici, le bruit ici représente cet aspect stochastique qui peut faire en sorte que les données soient biaisées et phi de t, bien sûr, puisque les vecteurs des paramètres sont supposés dans notre cas dans 0, 1. Selon Bourgeois, donc, on peut simplement additionner un bruit blanc gaussien qui fait en sorte que la valeur précédente ne soit pas très éloignée de la valeur, passée. Ce bruit blanc aussi matérialise ceci. Bien sûr, chacun de ces bruits a sa matrice de covariance. Donc, Z pour zeta. Bon, là, c'est une petite erreur. Ça, c'est R, pardon, c'est pas Z. Et ensuite, on a T. Donc, comment donc le filtre est utilisé pour estimer les paramètres? La première étape consiste à faire des prévisions, c'est-à-dire prendre les données réellement, prendre une condition initiale qui est connue, c'est-à-dire au début de la maladie, quel était le nombre de personnes susceptibles, quel était le nombre de personnes infectées, ainsi de suite. Donc, si on prend directement ça, on introduit dans le filtre de Kalman, on fait ce qu'on appelle une estimation a priori. On considère qu'on ne connaît même pas le nombre de cas, on entre cette valeur dans le modèle et on calcule pour plusieurs échantillons. Donc là, ici, nous avons pris jusqu'à n échantillons. Bon, lorsqu'on fait des simulations, le n est bien fixé. Pour plusieurs échantillons, nous calculons donc les valeurs prédites pour le modèle et aussi pour les observations. On calcule les valeurs moyennes de chaque échantillon, xt plus 1, f, bon, ce n'est pas la fonction f, bien sûr. Ensuite, à partir de là, le filtre de Kalman, on utilise le filtre de Kalman ensemble. On calcule aussi ce qu'on appelle la matrice de covariance des observations, qui est généralement juste donnée par cette formule 11. En fait, c'est simplement le produit du bruit blanc des observations, simplement, que nous générons, pardon. Nous calculons aussi après la matrice de covariance des erreurs, des états et des observations. Ici, on considère les états qui sont liés aux observations. On calcule sa matrice de covariance des erreurs. Ensuite, on considère les observations calculées, en fait, les échantillons d'observation calculés et l'observation réelle. On calcule sa matrice des erreurs, matrice de covariance des erreurs. Lorsqu'on a fait ceci, on peut donc aller à l'étape d'analyse qui consiste à faire d'estimation à posteriori, c'est-à-dire on va maintenant utiliser le fait qu'on connaît la donnée pour update cette estimation que nous venons de faire. Nous disons précédemment, ce que nous avons fait à l'étape de prévision, on a calculé sans les données. Ici, on vient maintenant faire une correction. On utilise les données pour corriger chaque échantillon. Le gain de Kalman, c'est K de T plus 1 à chaque instant, bien sûr. Ces matrices de covariance précédemment calculées sont utilisées à la formule 13 pour calculer le gain de Kalman. Et on actualise donc chaque donnée. Cédric, par la suite, pour chaque échantillon, Cédric, et on prend la moyenne de tous ces échantillons qui nous donnent donc ensuite la valeur estimée par le modèle. Allô, Cédric? Oui? Oui. Je me permets de t'interrompre. On a une question dans la salle. Donc, elle dit pourquoi gaussien, pourquoi pas autre chose, en fait, les bruits? Bon, pourquoi gaussien? Bon, c'est cette formulation, premièrement, que nous avons vue dans le livre de Bourgeois. Et gaussien, c'est juste pour ne pas avoir à influencer, puisque le bruit gaussien, c'est un bruit qui vient tout seul. Donc, ça ne dépend pas de celui qui l'utilise. Je ne sais pas si c'est bon, mais c'est la justification du bruit gaussien. Oui, de toute Bruit façon, blanc gaussien.
Ouais, pour répondre à Vanessa, donc c'est le premier standard en fait. Donc Exactement. déjà, enfin voilà, Cédric il vient avec des modèles. Je ne sais pas, Cédric, tu me corriges hein, si je dis des bêtises, mais il vient déjà avec un modèle de DO avec beaucoup de paramètres, etc. Si on veut introduire l'aléa, ce qui est le plus fait, c'est Oui, introduire effectivement un Gaussien de. exactement, c'est exactement ça. OK. Ok, voilà. Donc, par la suite, lorsqu'on veut maintenant aller pour estimer les paramètres, parce que nous avons dit l'estimation ici est duale. On estime à la fois les états et les paramètres. Pour les paramètres, on suppose maintenant que cette valeur x de x à t plus 1 est maintenant connue. On va l'introduire dans la fonction d'observation ici pour pouvoir estimer le paramètre en utilisant maintenant comme fonction f plutôt la fonction d'état plutôt avec des paramètres troisième équation précédemment définie dans le modèle de Kalman d'ensemble. Donc, on fait ceci à chaque fois qu'on a les données et on estime à chaque instant. Donc, lorsqu'on a les données, on estime ainsi de suite. Donc, pour notre modèle, on a besoin de savoir quelles sont nos observations. À partir d'un certain moment pour notre modèle, les personnes qui se font vacciner sont nos observations. Et les personnes nouvellement détectées, c'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il y a eu 10 détectés, ça peut être 10 personnes. Parmi ces 10 personnes, il y a ceux qui sont nouvellement détectés parce qu'ils viennent d'avoir la maladie, ou alors parce qu'ils ont manifesté des symptômes étant à la maison, ou alors parce qu'ils ne voulaient pas se faire détecter, mais lorsque les symptômes ont commencé, ils ne sont pas se faire détecter, ou alors des personnes vaccinées. Donc, voici donc comment on modélise notre fonction d'observation. Et aussi, nous avons aussi des données connues qui sont les guéris ou alors les personnes décédées dû à la maladie, bien sûr. Ces personnes nouvellement détectées sont dans la première fonction que nous avons appelée Y1, donnée par cette équation dans notre modèle. Les personnes nouvellement guéries, données par Y2. Les personnes qui décèdent de la maladie, données par Y3. Et les personnes vaccinées, données par Y4, qui est ρ multiplié par S. Donc, voici donc notre fonction d'observation. Et voici donc ce fameux bruit qui est additionné à ceci pour cet aspect aléa, bien sûr. Donc, voici notre vecteur des paramètres que nous voulons estimer. Tous les taux de transmission doivent être estimés, les différentes proportions, les différents, en fait, l'inverse de ces différents temps, après lequel les individus symptomatiques ou asymptomatiques non détectés se font détecter, les décès, bien sûr, aussi. Bien qu'on connaît les décès des personnes détectées, on voudrait réellement estimer par rapport à nos données. Non. C'est ce que nous faisons. Bon, la période que nous avons vu, que nous avions dans le taux de transmission, nous ne l'avons pas estimé parce que nous supposons que en regardant juste les différentes vagues que nous avions, on peut déjà voir quelle peut être la période de la pandémie. Donc, on va appliquer ceci aux données réelles. Dans le cas du Cameroun, nous aimerions rappeler quelques dates. La maladie a commencé au Cameroun le 6 mars 2020 et la vaccination, comme je vous ai dit, ne commence pas au début du processus. La vaccination va commencer presque un an plus tard, c'est-à-dire le 18 avril 2021. Les conditions initiales ont été choisies. Au début de la maladie, au Cameroun, nous avons comme personne détectée 2 cas. Bon, pour CU, pardon, c'est pas I, c'est CU là. Et bon, nous avons juste choisi ceci pour influencer, en fait, pour pouvoir améliorer les résultats. Puisque, bon, on va vous expliquer cela plus tard, pourquoi nous avons plus de et peut-être 10. Donc, les paramètres connus, nous avons choisi, nous avons pris les paramètres du Cameroun, qui est connu déjà. Ça, c'est les paramètres de naissance par semaine et les paramètres de décès par semaine. Ça, c'est la fameuse période que nous avons pris, T, qui est de 37 semaines au Cameroun. Nous avons vu que pour les deux précédentes vagues, elles avaient presque un écart de 37. Et nous avons aussi appliqué ceci au Sénégal. La maladie a commencé la même semaine, même si c'est une date différente. Au Sénégal,
le 8 mars 2020. Et la vaccination, par contre, a été plus effective le 21 avril. En fait, lorsqu'on parle de vaccination dans ce modèle, on parle de personnes qui continuent à prendre toutes les doses. Bon, si à un moment donné, une personne ne prend pas cette dose, cette personne n'est pas considérée comme vaccinée, bien que nous n'avons pas pris ça réellement dans le modèle. Mais sinon, les personnes que nous avons supposées vacciner sont les personnes qui vont continuer à prendre toutes les doses. C'est-à-dire, si on dit qu'il faut faire un rappel, ces personnes vont toujours prendre. Donc, nous avons là les conditions initiales du Sénégal qui correspondent à la population initiale du Sénégal au début de la maladie et les différents taux de naissance et de mortalité. Pour l'application au cas du Cameroun, nous utilisons les données du Cameroun disponibles en ligne. Donc, nous rappelons, ce n'est pas les données du ministère. En fait, ce n'est pas les données officiellement données par le ministère. Ce sont les données que nous avons récoltées en ligne, bien qu'en ligne, ils expliquent que ce sont les données que chaque ministère a envoyées. C'est ce qui est expliqué dans le site où nous avons pris nos données. Nous prenons, dans un premier cas, nous prenons les données du 8 mars 2020 parce que nous travaillons par semaine. Donc, c'est vrai que la maladie a commencé le 6, mais nous prenons le 8 parce que nous avons compris en semaine. Du 8 mars 2020 au 22 août 2021. Les conditions initiales des paramètres que nous entrons, les voici. Ces matrices de covariance qui sont là pour apprécier ces différents bruits blancs sont choisis pour que le modèle puisse donner les bonnes approximations des données exactes. Nous avons là estimé tous ces paramètres, mais nous présentons quelques-uns. Nous avons là, par exemple, le taux de transmission des porteurs asymptomatiques non détectés. On peut constater que lorsque la vaccination a commencé, nous avons fait ceci avant la vaccination et pendant la vaccination. Donc, les couleurs rouges sont les couleurs avant la vaccination et les couleurs bleues, les lignes bleues, pardon, sont celles après la vaccination, pendant la vaccination, puisque la vaccination est toujours d'actualité. Donc là, c'est le taux de vaccination. Vous pouvez donc voir ici comment est-ce qu'elle est nulle au début, parce que dans le modèle, ça n'intervient pas au début. Elle intervient lorsque la vaccination commence en bleu. Donc, mais par contre, les autres paramètres ont commencé bien avant la vaccination. Donc, là, et après avoir fait ceci, nous avons pu reconstruire en DSI la courbe des taux de décès au sein de la population des infectieux non détectés, qui présentaient bien sûr les symptômes. Même le taux de guérison a été estimé, et aussi le taux de reproduction du MARS. Nous corrigeons ceci peut-être en conclusion. Alors, nous rappelons qu'il était question pour nous d'estimer le nombre de cas non détectés, mais pour ce faire, il faut d'abord montrer que ce que nous avons estimé est en parfait accord, ou alors approximativement en accord avec les données réelles. Nous avons donc reconstruit les données que nous avions. Les points rouges ici que vous voyez représentent les données exactes et les lignes vertes représentent les données estimées. Nous pouvons donc voir que ces données sont en parfait accord. Ça, c'est pour les nouveaux cas. Ça, c'est pour les nouveaux décès. Ça, c'est pour les guéris. Et là, c'est pour la vaccination qui a commencé à un certain moment du modèle. Je rappelle, bien sûr, le processus n'a pas été interrompu. Le processus a pris en compte la vaccination qui a eu lieu sans qu'on interrompe. Et donc, du coup, lorsque ceci est donc bien fait, on peut donc remarquer que les valeurs estimées sont presque en parfait accord avec les données. On peut donc les utiliser. On peut donc utiliser ce que nous avons estimé pour les états et pour les paramètres pour reconstruire les cas non détectés, que ce soit les personnes symptomatiques non détectées ou alors asymptomatiques détectées. Donc, nous avons présenté quelques-unes des courbes. Je vous rassure, il y en a plusieurs courbes, mais quelques-unes simplement, nous avons présenté. Là, nous avons présenté les cas actifs non détectés. C'est pour les symptomatiques. Voilà ce qui s'est passé. Voilà leur évolution. Les personnes qui n'étaient pas connues par le personnel en charge de la santé. Ça, c'est le cas asymptomatique. Inconnu aussi des personnes en charge de la santé. Nous avons aussi estimé les nouveaux cas inconnus et nous avons fait la somme avec les nouveaux cas connus pour avoir donc le nombre total de nouveaux cas non détectés. Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 au Cameroun. Ça, c'est pour le cas du Cameroun, bien sûr. Donc, nous avons construit aussi le nombre total d'actifs, le nombre total de guéris, que ce soit symptomatique détecté ou non détecté, le nombre total de décès. Bien sûr, vous pouvez toujours voir en rouge, c'est avant la vaccination, et en bleu, pendant la vaccination. Nous avons donc résumé les valeurs moyennes obtenues pour les paramètres
au 22 août 2021, dans ce tableau, nous avons estimé que le taux de reproduction de base au Cameroun était de 1,8, 1,86 pardon, au soir du 22 octobre 22 août 2021. Nous avons aussi, par la suite, observé des nouveaux, les pics qui ont précédé les vagues. Nous avons vu que les pics ont été observés au Cameroun, en fait, estimés bien sûr le 7 juin 2020, et ensuite pour la prochaine vague, c'était le 14 mars 2021. Et nous avons pu donner les valeurs des canons détectés à ces différents pics, et ensuite calculer le total. La même observation, nous avons fait l'application aussi en utilisant les données du Sénégal. Dans le même site, nous avons pris les données du Sénégal, les données du Sénégal, les conditions initiales. Cette fois-ci, voici les matrices de covariance qui ont marché, bien sûr, avec les données du Sénégal. Nous avons aussi reconstruit tous les paramètres et nous présentons juste quelques-uns avant la vaccination et durant la vaccination, en rouge et en bleu respectivement. Nous pouvons donc remarquer, par exemple, que le taux de vaccination au Sénégal était croissant au fur et à mesure, c'est-à-dire que par rapport au Cameroun, ils ont plus adhéré à la vaccination qu'au Cameroun. La proportion des nouveaux cas, cependant, la proportion des nouveaux cas qui venaient de s'infecter ont commencé un peu à décroître à un moment donné, en bleu là, lorsque la vaccination a commencé, mais par contre, avant, ça croissait au fur et à mesure. Et le taux de décès qui augmentait à un moment donné, bon, a aussi commencé un peu à diminuer. Même chose, bon, pour les guérisons, ça ne faisait que croître. Pour les populations non détectées, bien sûr, ça ne faisait que croître. Nous avons estimé le taux de reproduction de base. Pareillement, nous avons fait ce fitting pour montrer que les valeurs estimées sont en accord avec les valeurs exactes, comme vous pouvez remarquer pour les cas de nos observations, A, B, C, A, B juste, C et D. Même chose, ce constat qui est fait nous permet d'estimer les cas inconnus par le personnel en charge de la santé. Nous présentons aussi là les cas actifs, des personnes symptomatiques non détectées, des personnes asymptomatiques non détectées, le nombre de cas total des nouvelles personnes détectées en faisant la somme des personnes non détectées et des personnes détectées, nombre de cas total de personnes infectées. Nous avons là aussi le nombre de cas actifs, bien sûr, en faisant la somme des personnes détectées et des personnes non détectées. Ça, c'est aussi les cas cumulés des guérisons et des décès. Les paramètres ont été aussi estimés ici. Nous avons donné les valeurs moyennes. Le taux de reproduction des bases au soir du 22 août 2021 était presque inférieur à 1, en fait, inférieur à 1, mais proche de 1, 0,97. Voilà. Les vagues ont été estimées avec les différentes dates. Le 16 août 2020, le premier pic pour le Sénégal, et le 7 février pour la deuxième vague. Nous rappelons que les données ici ont été utilisées simplement pour les deux premières vagues, en fait, lorsqu'on a abordé la troisième vague. Donc, nous avons aussi estimé les nombres de cas à ces différents pics. Cependant, ce que nous venons de faire, c'est un peu comme la reconstruction du passé. Il est donc légitime de savoir qu'est-ce qui se passe dans le futur, comme l'Organisation mondiale de la santé le dit. Le développement durable passe aussi par la prévention de ce qui pourrait arriver. Pour ce faire, nous utilisons donc les valeurs estimées, à la fois les conditions initiales, au soir du 22 août 2021, que nous introduisons dans le modèle, pour pouvoir donc prédire la maladie. Ce que nous faisons, il faut d'abord premièrement montrer que la prédiction peut être acceptable. Pour ce faire, les données que nous n'avions pas utilisées, parce que nous sommes limités aux données le 22 août 2021. Or, les données que nous avions allaient jusqu'en octobre 2021. Donc, du coup, on a donc pris ces données, on a remis dans le modèle. On a montré que le modèle pouvait faire des prévisions sans utiliser ces données. Et comme vous pouvez donc observer, ça, c'est les nouveaux cas. La courbe en bleu représente les estimations, les prévisions, bien sûr, les prévisions, pardon. Et les points en magenta représentent les données que nous n'avons pas utilisées. Le modèle, bien sûr, passe près de ces données.
pour les cas cumulés, on voit que ça prédit réellement les cas cumulés de la maladie et aussi les cas actifs. Et après, dans ceci, nous pouvons donc aussi prédire les cas, des cas non détectés, asymptomatiques non détectés, symptomatiques détectés là, et le nombre de cas total qu'on peut avoir à la suite de l'épidémie. Ça, c'était pour le Cameroun. Pour le Sénégal, c'est pareil. Nous avons montré que les prévisions pouvaient être en parfait accord avec les données qu'on avait. Pour les cas cumulés aussi, pareil. Pour les cas actifs, bon, un peu plus ou moins, mais la trajectoire suivie était bien. Nous avons donc aussi estimé le nombre de cas actifs, des personnes symptomatiques non détectées, asymptomatiques non détectées, et déduit donc à partir des prévisions des cas, des nouveaux cas non détectés, des nouveaux cas totaux, pardon. Donc, nous avons aussi fait une comparaison pour voir comment est-ce que les personnes détectées et les personnes non détectées propageaient la maladie. Pour cela, nous avons comparé les différents taux de reproduction de base. Nous avons vu que le taux de reproduction de base des personnes symptomatiques, des personnes non détectées, était plus petit que le taux de reproduction de base des personnes détectées dans le cas du Cameroun. Mais cependant, l'inverse a été observé au Sénégal. En conclusion, on peut dire que nous avons nous avons proposé un modèle mathématique dans le contexte d'Afrique subsaharienne. Nous avons calculé le point d'équilibre trivial et déduit le taux de reproduction de base. Nous avons utilisé les données accessibles et les features de commande ensemble pour pouvoir estimer les paramètres inconnus du modèle et les états inconnus. Au Cameroun, nous avons vu que au sein de la population susceptible, en moyenne 14% qui contractaient la maladie se faisaient directement détecter, contre 64% qui restaient asymptomatiques et non détectés, bien sûr. Les différents pics de la maladie au Cameroun, d'après les estimations, les différents pics au sein de la population de détectés n'étaient pas les mêmes que les différents pics au sein de la population de non détectés. On a observé que la population non détectée avait des pics bien avant celui des cas détectés. Et on a aussi vu, mais cependant, ces personnes non détectées guérissaient et les prévisions, dans le cas du Cameroun, montrent qu'il est possible qu'avant octobre 2022, on observe encore plus de 2 vagues qui pouvaient succéder. Et je pense que c'est ce qui a été observé sur le terrain. On a eu déjà une première vague qui est passée, ce que le modèle avait bien prédit. Donc, la deuxième vague, je pense, c'est celle qui est en cours. La prochaine vague prédite est celle qui est en cours. Donc, dans le cas du Sénégal aussi, nous avons vu qu'au Sénégal, c'était encore plus faible. Seulement 10% se faisaient détecter directement après d'être infectés, contre 71% des personnes asymptomatiques non détectées. Cependant, au Sénégal, il y a une remarque, c'est que les individus non détectés se faisaient rapidement détecter après une certaine période. Donc, les proportions et les taux de détection croissaient au fur et à mesure. Et la vaccination, comme vous avez vu sur la courbe du Sénégal, augmentait depuis le début de la vaccination. Les Sénégalais se vaccinent au fur et à mesure. Les différents pics, cependant, au Sénégal, n'ont pas été comme au Cameroun. C'est-à-dire, on a observé que les différents pics au sein de la population des individus détectés étaient la même que les pics au sein de la population des individus détectés. Ça, c'est ce que nous avons estimé. Mais cependant, on a observé que bien que le taux de reproduction de base soit plus petit que 1, en fait plus proche que 1, mais plus petit, et puis la maladie pouvait augmenter. La maladie pourrait... une nouvelle vague pouvait se déclencher et c'est ce qui a été observé sur le terrain, mais on n'a pas pu, dans ce cas, estimer les plusieurs vagues. Ce qui peut faire apparaître un phénomène de parabifurcation, c'est-à-dire que bien que le taux de reproduction de base soit plus petit que 1, la maladie peut survenir à tout moment. Donc, mais globalement, nous pouvons dire que les résultats obtenus coïncident avec celui de l'OMS, en fait, avec la sortie de l'OMS qui disait qu'un cas suicide était détecté. En fait, les 10% étaient estimés au Sénégal, les 14% au Cameroun. C'est une preuve, mais sauf que là, ça ne concerne que des personnes nouvellement infectées. Parce que, bien entendu,
les personnes qui n'étaient pas détectées se faisaient détecter. Donc, les taux, cette proportion que nous avons estimée a été en accord avec celui de l'OMS seulement pour les personnes nouvellement infectées. Mais on a vu qu'il y avait encore d'autres personnes qui se faisaient détecter après être non détectées. Excuse-moi, Cédric, est-ce que tu peux répéter ce chiffre-là exactement? 71% sont des asymptotiques non détectés. Est-ce que tu peux… Non détectés, exactement, oui. Donc 71% de quoi? De ceux qui sont… De ceux qui sont infectés. OK. Ouais. OK. Donc, et bon, nous avons vu aussi en conclusion que les personnes non détectées au COVID-19 guérissaient aussi rapidement. En fait, bon, on ne va pas dire assez rapidement, mais ces personnes guérissaient au fur et à mesure, bien que nous avons déploré aussi des décès au sein de cette population, qui sont peut-être allés à l'hôpital plus tard, et que la pharmacopée traditionnelle est localement plus appréciée parce que le pourcentage des personnes qui guérissaient était très élevé par rapport au pourcentage de personnes qui guérissaient dans les cas détectés. Donc, en perspective, nous finissons par une question. Est-ce que si nous séparons la cas détectée en plusieurs classes, c'est-à-dire, par exemple, dans notre cas, nous ne pouvons pas le faire en Afrique subsaharienne, mais peut-être ici en France, on peut le faire. C'est-à-dire, si nous prenons en compte les hospitalisés, les personnes, les cas critiques, ayant les données, est-ce que ça peut changer? Est-ce qu'on sera capable de prédire l'épidémie? Bien sûr, oui, mais ça sera encore plus important parce qu'on pourrait donc prédire les lits d'hôpitaux qu'il faut à l'instant T, pas l'instant T, à l'instant futur, pardon. Donc, nous ne saurons terminer ceci sans remercier la Fondation EMS for Africa qui nous accompagne. D'ailleurs, c'est grâce à eux que je suis là pour cette période. Et UMSCO, qui est une filiale de l'IRD aussi, qui nous accompagne souvent grâce à des stages au pays pour améliorer notre savoir. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Cédric, pour cet exposé très, très intéressant. Comme toujours, d'ailleurs. Enfin, c'est la deuxième fois que j'assiste à l'exposé de Cédric. C'est sur des exposés de qualité. S'il y a des questions, je vous en prie. Alors, je vois une main levée. Donc, c'est Quentin. Bonjour, Quentin. Bonjour. Merci pour cet exposé. Oui, j'ai juste une question rapide, parce que j'ai vu que vous avez fait des prédictions et vous avez testé un peu comment ça colle avec les vraies données. Est-ce que vous avez essayé de regarder par hasard à combien de temps vous pouvez vous coller aux prédictions, disons à tant de pourcents, 5%, 10%, quelque chose comme ça? Parce que, Okay, merci. on peut s'éloigner vite. Merci pour la question, mais je vais un peu répéter la question pour que ceux qui sont présentés puissent suivre. Donc, Quentin aimerait savoir si pour les prévisions que nous avons effectuées, on a calculé le pourcentage, en fait, comment est-ce que ces prévisions collent avec les données réelles. Oui, bien sûr, nous avons fait cela. Nous n'avons pas juste présenté cela, nous avons calculé les erreurs de prévision. Nous avons calculé 2 types d'erreurs de prévision. Nous avons calculé en utilisant la formulation des valeurs absolues. Nous faisons simplement la somme des valeurs absolues des données prédites et des données observées sur le terrain. Nous avons aussi calculé ceux de la racine carrée, c'est-à-dire l'erreur quadratique. Bon, c'est vrai, la question est très importante parce qu'on n'a pas calculé en termes de pourcentage, on a calculé simplement en termes de différence entre les valeurs. Donc, peut-être avec ces questions, on pourrait rectifier le tir. Mais pour le cas du Cameroun, c'était vraiment très, très faible. Au Sénégal, quand même, il y avait un peu trop d'écart. Même les courbes que vous avez vues, vous pouvez les voir sur les prévisions avec le Sénégal, il y a un peu plus d'écart que par rapport au Cameroun. Mais nous l'avons fait.
D'accord, bon, ça répond pas exactement à la question quand même. Par exemple, si tu veux rester, disons, dans un intervalle de moins de 5%, est-ce que tu peux me dire combien de jours, à combien de jours ta prédiction est valide? Ah, d'accord, non. OK, d'accord, je comprends donc. Non, 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 nous n'avons pas regardé cet aspect-là. Ah, d'accord, C'est pas merci. ce que nous avons regardé. OK, merci. Merci. OK. Ouais. Ouais, merci Quentin pour. Ouais, donc c'est un truc effectivement parce qu'on s'éloigne rapidement, mais bon. Ok. Je sais pas dans la salle, est-ce qu'il y a des questions qui sont présentielles là? Dans la salle, les questions? Oui. Dans la salle, non. Ok. Bon, écoutez, alors donc on va arrêter. Donc, donc merci encore Cédric pour ton exposé. On va s'arrêter là.